La grosse actu aussi du jour, c'est le Washington Post avec une grosse vague de licenciements, 300 journalistes sur les 600. Alors je sais pas si c'était que des journalistes d'ailleurs, sur les 600 restants. Ça tu joues avec quoi? Ah d'accord, mais tu l'as retrouvé. Donc le Washington Post, pourquoi c'est un gros truc? C'est que, journal historique, un journal qui date déjà du 19e siècle, mais c'était les Pentagon Papers, c'était le scandale du Watergate, c'est quand même le journal qui a fait démissionner Nixon. Donc c'est historiquement un gros truc, c'est un journal qui donnait les consignes de vote, qui ne l'a pas donné de consignes de vote la dernière fois, normalement ça aurait été de voter contre Trump et plutôt pour Kamala Harris. Un journal qui avait la réputation d'être de centre-gauche initialement, puis avec un des changements de direction, ça a basculé centre-droit, c'est considéré comme étant relativement centriste par rapport à l'échiquier politique américain évidemment. Donc on va lire cet article et un extrait d'une ancienne journaliste du Washington Post, dont vous voyez la façade ici. Un jour de deuil et de colère, prévisible et redouté. Ainsi a été vécu ce mercredi 4 février au sein de la rédaction du Washington Post, déjà traumatisé par une crise interne éditoriale et économique depuis plusieurs années. Alors, sachant qu'il y avait pourtant une belle reprise pendant le premier mandat Trump, mais je crois qu'ils en parleront un peu plus tard. Dans la matinée, à l'époque où il résistait encore à Trump, parce que c'est justement ça, c'est dans une logique où Jeff Bezos a ployé le genou en prévision déjà en 2024 avant l'élection. Il a ployé le genou devant Trump. Il s'est dit, bah voilà, c'est ça le sens du vent, mais c'est pas le sens en tout cas que voulait le lectorat du Washington Post. Dans la matinée, au cours d'une réunion en ligne, le directeur exécutif Matt Murray a annoncé un plan de licenciement massif touchant tous les services. L'entreprise qui appartient à Jeff Bezos, on ne rappelle pas qui c'est, on est sur Twitch, va se séparer d'environ un tiers de ses employés et notamment de 300, ah oui, c'est 300 journalistes sur 800, mais c'est pas que les journalistes qui sont touchés, d'accord. Ces mesures drastiques sont censées répondre aux pertes financières qui s'accumulent depuis 2023. Bah oui, mais qui sont du fait de leurs décisions à eux, la direction, et non pas d'une baisse d'intérêt des rubriques du Washington Post. Ou si baisse d'intérêt il y a, c'est suivant leurs impulsions. Selon le syndicat Washington Post Guild, les effectifs avaient déjà été réduits de 400 membres au cours des 3 dernières années. On ne peut pas vider une rédaction de sa substance sans conséquence sur sa crédibilité, son influence et son avenir, a dénoncé l'organisation. Cette fois, ce sont des pans entiers du journal qui seront décimés. L'information locale, il restera que le national. Les sports, les services livres et la couverture internationale. Donc du local à l'international, ça dégage. Avec la fermeture de postes pourtant emblématiques comme à Jérusalem ou à Kiev, c'est un petit peu important en ce moment. Tiens d'ailleurs, des frappes aujourd'hui sur la bande de Gaza qui ont fait 24 morts. Un cessez-le-feu, on le rappelle. Voilà, toujours des cessez-le-feu qui ne sont jamais respectés. Renvoyé du Washington Post en compagnie de, à mesure que de toute façon le droit international ça me nuise, qu'est-ce que tu crains de ne pas respecter des cessez-le-feu? Renvoyé du Washington Post en compagnie de toute la brochette des correspondants au Moyen-Orient et nos éditeurs confirmaient sur X, la correspondante au Caire, Claire Parker. Difficile de comprendre la logique, un euphémisme. Je viens juste d'être licencié par le Washington Post au milieu d'une zone de guerre, écrit la correspondante à Kiev, Lizzie Johnson. Je n'ai pas de mots, je suis dévasté. Pourtant, les reporters de guerre, la dévastation, elle connaît. Emmanuel Felton, chargé à la rédaction des questions raciales et ethniques, a aussi appris son renvoi, mercredi. Il note sur X. Cela intervient 6 mois après avoir entendu dans une réunion nationale de la rédaction que la couverture des questions raciales entraîne des abonnements. Oui, alors bon, du coup, les gender ou racial studies, c'est pas très très bienvenu dans l'Amérique de Trump. Ce n'est pas une décision financière, mais idéologique. Le sport ne sera plus couvert que comme un phénomène sociétal et culturel, a précisé la direction qui avait déjà revu à la baisse la couverture des JO d'hiver sur le point de débuter. Le saviez-tu? Si les réseaux horrifiés les témoignages horrifiés des anciens du poste ont afflué sur les réseaux sociaux et les antennes, les principales concernées par les licenciements demeuraient prudents dans leur expression. On doit encore comprendre les modalités financières de ce plan, explique un journaliste perdant son emploi. Les priorités retenues par la direction sont l'information nationale, la politique, l'économie, la santé. Il y aurait beaucoup à dire sur la santé aux États-Unis, d'ailleurs, effectivement. Les tendances, ce qui captive l'attention. Derrière les mots valises employés, appelons à une réinvention du quotidien et un modèle plus flexible et durable. Flexible, vous savez que ça sent mauvais. Les décideurs, je ne sais pas si ça te va les décideurs, sont motivés par les bouleversements de l'écosystème médiatique et l'irruption de l'intelligence artificielle. Bon alors ça, évidemment, ça joue aussi, mais il ne semblerait pas que ce soit le principal de la décision.
Les moteurs de recherche renvoient de moins en moins aux grands quotidiens, tels le Washington Post, ouais, qui était souvent un peu vu comme le numéro 2 derrière le New York Times, avec beaucoup moins de moyens, hein, mais... Enfin beaucoup, en tout cas avec significativement moins de moyens, qui a enregistré près de 100 millions de dollars de pertes en 2024. Voilà pour les décisions récentes. Selon Matt Murray, dans un courriel à la rédaction, les recherches directes d'articles dans les moteurs traditionnels ont chuté de près de moitié en 3 ans. Alors après, des fois, quand tu demandes des actus à une IA, il peut te renvoyer vers des articles, hein, mais je sais pas si ça renvoyait beaucoup vers le post. Le nombre d'articles produits serait aussi insuffisant. Bah oui, à force de lourder tout le monde. De même que l'attention portée à la vidéo. C'est comme toujours les injonctions contradictoires, hein, les gens. Ou alors, non, il faut... En fait, ce que ça signifie, c'est vous êtes moins... Et il va falloir faire plus d'articles, toujours faire... Alors là, on dit même pas faire mieux avec moins, c'est un petit peu... Il y a cette formule un peu malheureuse dans l'article qu'on lira, on lira pas ce passage, mais de l'ancienne du Post qui est passé à The Atlantic. Mais en fait, elle l'anglais un peu plus de genre de la contrainte née à la créativité, etc. Du coup, on a fait des articles à 4 mains, à 6 mains. On a fait des feats à plusieurs, etc. Mais là, on te demande de faire plus avec moins. Donc ça veut dire passer beaucoup moins de temps sur chaque article. Donc ça veut dire quoi sur la qualité des articles? Je crois que c'était kiff le Washington Post et le New York Times en termes de ressources. Non. Et alors en termes de portée, c'est... Il y a des moments où ça arrivait à être à peu près similaire, même si c'était quand même un petit peu derrière, quoi. Justement, il y a pareil, il y a un moment de l'article où elle dit oui, elle a une texte sur le fait d'assumer sa position numéro 2. Les décisions annoncées ce mercredi réduisent la valeur ajoutée du journal, son intérêt pour les lecteurs prêts à le payer, ceux qui étaient encore prêts à le payer, notamment en termes de couverture internationale. Bah là, il n'y en aura plus. Hein, Elle dessine un rabougrissement, un repli sur l'actualité américaine, alors que le monde n'a jamais été aussi complexe et turbulent. Bah, beaucoup à cause d'eux, hein, mais... Ni Jeff Bezos, ni William Lewis, le directeur général britannique du quotidien depuis 2 ans, qui paraît-il vient pas très souvent au boulot d'ailleurs, genre il était même pas là à la réunion, ne se sont exprimés. Une forme d'évitement très remarquée en un jour aussi dramatique où les 2 hommes n'ont pas pris la peine d'exposer une vision pour l'avenir. Non, juste on fait la liste des personnes qui dégagent. En revanche, 2 jours plus tôt, le milliardaire accueillait le secrétaire à la défense, hein, l'inénarrable Pete Hegseth, le mec qui a un drapeau américain sur l'envers de son costume, largement considéré comme incompétent pour ce poste d'ailleurs, en plus d'être facho, hein, mais sur l'un des sites de son entreprise spatiale Blue Origin, en Floride. Ces dernières semaines, il n'a pas non plus répondu aux campagnes publiques des journalistes du Washington Post, notamment des correspondants, l'appelant à ne pas sortir de sécateur. Il y avait beaucoup justement ceux qui étaient correspondants à la Maison Blanche, qui eux craignaient pas trop pour leur poste, qui appelaient du coup à faire le moins de coupes possible parmi leurs collègues, en disant bah nous nos articles, en fait ils dépendent d'eux finalement, justement parce que ils ont appris à mutualiser souvent leurs papiers. Un petit peu comme Mediapart le fait chez nous, ceci dit. Le Mania n'a pas davantage condamné le 14 janvier la perquisition de la police fédérale au domicile de l'une des enquêtrices du quotidien, donc toujours le Washington Post, Anna Nathanson, en Virginie. Donc ça, voilà, défend pas du tout ses équipes. Hein. Bon, de toute façon, évidemment, hein, en termes social, il a beaucoup plus en commun, Jeff Bezos, un des plus gros milliardaires de la planète, avec Trump qu'avec ses sous-fifres, hein, évidemment. Lui, il les voit comme de toute façon des quantités remplaçables, et à tel point remplaçables qu'il s'en sépare comme ça d'un trait de plume. Pendant le premier mandat d'Adolf J. Trump, 2017-2021, le patron d'Amazon se tint à l'écart des affaires internes de la rédaction, la soutenant sans faillir, investissant dans son développement. Les abonnements fleurissaient. Donc ça, c'était il n'y a pas si longtemps, hein. C'était pendant le premier mandat Trump. Et là, ça se portait très bien. Et c'est quand ils ont commencé à sucer Trump que ça a commencé à... Puis vint une époque radicalement différente. Les efforts de Jeff Bezos pour s'attirer les bonnes grâces d'Adolf J. Trump sont notables depuis 2024, comme s'il avait compris par avance le sens de l'histoire et la nécessité, donc pour lui c'est le nazisme, il a dit bah faisons du nazisme, hein, pour ses intérêts industriels de se réinventer, pour paraître plus compatible avec le monde MAGA. Bah oui, parce qu'en fait, il se dit, lui il s'en fout du Washington Post, il se dit je regarde le reste de mon business. Et j'ai quand même plus intérêt, même si on a moins de lecteurs au Washington Post, mais mes autres entreprises vont pas être attaquées par l'administration Trump. Ça doit être ça, un peu ça le calcul. Il avait commencé avant l'élection présidentielle de 2024 par un geste symbolique fort, rompre la tradition de l'éditorial de soutien à un candidat. Et en l'occurrence, bah, c'était Kamala Harris.
Alors l'article, il avait été écrit, mais il a été censuré au dernier moment, donc ce qui n'avait pas trop plu aux équipes. Jeff Bezos salue ensuite sur X la victoire du milliardaire. Donc ça va quand même au-delà d'appeler à voter pour Harris. C'est quand même la qualifiant de comeback politique extraordinaire, hein, dans le pays qui adore les comebacks soi-disant, lui présentant tous ses... c'est pas trop arrivé qu'un président qui a perdu, un président sortant qui a perdu une élection arrive à revenir après, quoi. Non, ça c'est toujours interdit. Lui présentant tous ses vœux de succès pour unifier l'Amérique dans le nazisme. Il se précipita à Washington avec les autres vedettes de la tech pour assister à la cérémonie d'investiture d'Adolf J. Trump. Donc c'est là où il y avait eu tous les saluts nazis. Puis vint une refonte idéologique des pages opinion, supposément pour les rééquilibrer et les rendre moins hostiles à la droite populiste MAGA, donc l'extrême droite nazie. En février 2025, Jeff Bezos expliquait que ces pages devaient défendre deux piliers, les libertés individuelles, certainement pas les libertés collectives, hein, la liberté des riches d'accumuler des richesses, et les marchés libres. Le ton est posé. C'est un cas d'espèce en matière de destruction de marque infligée à soi-même et quasi instantané. Bah ouais, 2023, et bim, l'année d'après, il commence à perdre de l'argent. Ainsi s'est exprimé mercredi Jean Acoufen dans un communiqué le respecté Martin Barron, directeur exécutif du Washington Post entre 2013 et 2021. Elle en parle pas mal dans son papier, Ashley, je sais pas comment elle s'appelle, ils le diront plus tard. S'il concède les difficultés économiques du journal et la nécessité d'y faire face, il met en cause les choix opérés, notamment sur un plan éditorial. Citation. Les défis du poste sont toutefois devenus infiniment plus graves par des décisions mal conçues, venant du sommet, d'un ordre lâche. Et ça a rechargé l'article. D'un ordre lâche supprimant un soutien à la présidentielle 11 jours avant l'élection de 2024 jusqu'à la révision des pages éditoriales qui s'illustrent à présent uniquement par leur infirmité morale. Les lecteurs loyaux, livides en voyant le propriétaire Jeff Bezos trahir les valeurs qu'il était supposé préserver, son propre capital, hein, ont fui le poste. Pour les gens qui se disent « Ah ouais, non mais ce milliardaire, il va être bien », tu vois. Ce ne sont pas seulement les désabonnements en masse qui sont alarmants, mais le départ des plumes les plus confirmées, les plus talentueuses depuis 2 ans. Alors, on en lira par extrait une... Parce qu'elle a reçu un prix Pulitzer quand même, celle qu'on va lire. Bon, du coup, c'était pour la perturbation de la campagne de 2016. Est-ce que ça n'a pas été un petit peu infirmé depuis, je sais plus. Quelle crédibilité peut avoir dès lors un reform... Et puis j'ai pas lu surtout son enquête. Un reformatage du journal pour le rendre plus moderne et attrayant. Nous assistons à un meurtre. Ainsi commence l'article, donc celui dont je vous parle, d'Ashley Parker dans The Atlantic, publié mercredi. Ancienne journaliste du Washington Post, ayant couvert la première administration Trump. Alors Trump d'ailleurs dit d'elle qu'il ne l'aime pas du tout. Hein. Elle a au moins ma sympathie pour ça. Elle a rédigé une véritable déclaration d'amour au quotidien. C'est vrai, hein, vraiment, elle le décrit comme une famille qu'on est en train de briser, quoi. Tel qu'il fut un acte d'inculpation contre Jeff Bezos pour ses errements industriels, son incompréhension de la nature du titre entre ses mains. Depuis sa première édition, le 6 décembre 1877, le Washington Post s'est imposé comme un titre incontournable. La publication des Pentagon Papers sur la guerre au Vietnam en 1971 avec le New York Times, puis la couverture du scandale du Watergate conduisant à la démission du président Richard Nixon. Enfin, il y avait eu un début d'impeachment et du coup, c'est là que le mec a démissionné, mais c'est à leur initiative. Hein, furent 2 moments de gloire pour le journal. Sa couverture internationale lui a parfois permis d'être un rival consistant du New York Times, malgré des moyens inférieurs. Il s'agit à la fois d'une tragédie collective. Ah bah non, ils avaient dit de toute façon on respectera que les libertés individuelles. Celle d'une rédaction aux compétences reconnues et d'un jour sombre pour le pluralisme aux États-Unis. Aux États nazis d'Amérique, bah c'est normal après qu'ils interdisent tous les journaux non nazis quoi. L'ère de la disparition massive de la presse locale pour des raisons économiques est toujours en cours. En 20 ans, 40% des titres ont été rayés de la carte, coupant un lien de confiance entre les Américains et leur communauté, en particulier dans les zones rurales. À la télévision, les chaînes dites d'information ont depuis longtemps privilégié le commentaire partisan, du coup bipartisan, créant, bon il y a des indépendants mais bon, et il y a des courants à l'intérieur des partis mais bon, créant des chambres d'écho prévisibles, aux reportages qui demandent du temps et des investissements. Ah oui, l'investigation n'est plus la bienvenue, on imagine bien. Il restait les titres incontournables de la presse, ainsi que les nouvelles puissances en ligne comme les sites Axios, je vais souvent sur Axios, ou Politico, mais qui se focalisent sur l'information politique, économique et diplomatique. Le sentiment de deuil qui touche les journalistes du Washington Post est partagé dans les autres rédactions, tant il dit une époque. Sur le réseau X, Peter Baker, le chef du bureau du New York Times, pourtant directement concurrent à la Maison-Blanche, a publié un long message sec fait de chiffres sur la fortune personnelle de Jeff Bezos en croissance continue depuis le rachat du journal en 2013. Oui, il pourrait complètement le renflouer. Hein.
Elle est estimée aujourd'hui à 250 milliards de dollars, ce qui n'est pas peu. Peter Baker rappelait ainsi le montant de 2 investissements consentis par le milliardaire. Alors est-ce que c'était pour renflouer le journal? 500 millions de dollars pour un yacht de luxe, bon probablement un de plus, et 75 millions, vous en avez peut-être entendu parler, pour le documentaire consacré à Melania Trump. Du coup ça a perte, puisque pour l'instant il n'a rapporté que 7 millions. Les pertes du Washington Post n'étaient qu'une goutte d'eau pour lui, un prétexte. Quelques extraits donc du papier d'Ashley Parker, The Murder of the Washington Post, où elle commence, We are witnessing a murder, on est témoin d'un meurtre. Nous assistons à un meurtre donc. Jeff Bezos, le milliardaire propriétaire du Washington Post, et Will Lewis, l'éditeur qui l'a nommé fin 2023, bon, c'est à peu près là que ça commence à déconner, entament la dernière étape de leur plan visant à détruire tout ce qui fait la spécificité du journal. Donc ça, elle l'écrit, elle a fait défection. Elle le raconte à la fin, mais elle raconte à quel point le Washington Post c'est toute sa vie en fait, mais... Depuis qu'elle est petite fille, depuis que son père lui a appris à suivre le baseball, le football et l'équipe locale, et qu'il découpait les pages sport. Le Poste a survécu pendant près de 150 ans, passant d'un journal familial local à une institution nationale incontournable et un pilier du système démocratique. À tel point que cette presse locale, en fait, nous on en parle, on est carrément sur un autre continent. Mais si Bezos et Lewis persistent dans cette voie, sa survie pourrait bien être compromise. Ces dernières années, la rédaction a subi des coupes budgétaires répétées. Suppression du magazine du dimanche, réduction des effectifs de plusieurs centaines de personnes, réduction de près de moitié du service des informations locales, puisque c'était quand même un journal local à base, sans que personne ne reconnaisse les erreurs de gestion qui ont conduit à cette situation, ni ne propose de vision claire pour l'avenir. Démerdez-vous avec moi. Ce matin, lors d'une réunion virtuelle matinale, le rédacteur en chef Matt Murray et le directeur des ressources humaines Wayne Connell ont annoncé aux journalistes la fermeture du service des sports et de la section livres, l'arrêt du podcast phare et une restructuration drastique des services internationaux et actualités locales, ainsi que des réductions d'effectifs importantes dans toutes les équipes. La direction, qui n'a même pas eu le courage de s'adresser directement à ses employés, les a ensuite laissés dans l'attente d'un courriel les informant de leur sort. Lewis, déjà connu pour ses retards et son absence au travail, bon je vais pas critiquer le retard, je lance à 3h du matin, n'a pas participé à la réunion Zoom. Le mec était même pas là, tu vois. Le Washington Post renaîtra peut-être de ses cendres, mais ceci restera son héritage durable. Ce qui arrive au Washington Post est une tragédie publique, mais pour moi, c'est aussi une affaire très personnelle. Lorsque le sous-sol de mes parents a été inondé récemment, parmi les cartons gorgés d'eau contenant de vieilles photos et des disques vinyles, nous avons trouvé le livre de naissance de ma petite sœur. Là, sur une page réservée aux souvenirs... Oui, ça se faisait d'acheter le journal du jour de naissance de son enfant. Sur une page réservée aux souvenirs du mois de naissance, des nouvelles des visites de ses grands-parents attentionnés, peut-être, ou des descriptions de ses gazouillis. Mon père avait rempli les lignes d'articles du journal de notre ville, le Washington Post. Alors du coup, voilà l'affaire pour laquelle les gens connaissent le plus le Washington Post, l'affaire du Watergate, donc je vais quand même vous lire ce passage. Marty Vail, qui travaille au Washington Post depuis 61 ans, remplaçait le rédacteur de nuit à la rubrique Métro lorsqu'il entendit 5 mots crépiter sur les ondes de la police, puisque là on vous dit ça a commencé comme une affaire locale. Porte ouverte au Watergate. Al Lewis, le journaliste de jour couvrant les faits divers, écrivit le premier article paru en première page le 18 juin 1972. 5 personnes arrêtées, vous en met le lien, pour avoir tenté d'installer des micros dans les bureaux des démocrates. Puis, Gene Baczynski, qui couvrait la même affaire la nuit... Qu'est-ce que tu manges, Chati ? Donc Baczynski, qui couvrait la même affaire la nuit, reçut un renseignement crucial. Un policier lui permit de jeter un coup d'œil au carnet d'adresses des cambrioleurs du Watergate, où figurait une adresse griffonnée H. Hunt WH, suivie d'un numéro direct de la Maison Blanche. Bob Woodward et Carl Bernstein prirent leur service ce dimanche-là et ne tardèrent pas à prendre les rênes. L'affaire fit la une des journaux nationaux, provoquant la chute d'une présidence et inspirant des générations de journalistes. Mais c'était aussi un exemple typique du journalisme du Washington Post. Une quête acharnée et intrépide de la vérité, une volonté de demander des comptes aux puissants grâce à un travail d'équipe au sein de la rédaction. Ce premier article mentionne 8 journalistes du Post ayant contribué à l'enquête, un avant-goût des articles à 3 voire 4 auteurs qui caractérisent désormais les initiatives les plus ambitieuses du journal. Le Watergate était loin d'être la dernière fois que le journal transformait la couverture d'événements locaux en actualité nationale.
Le Washington Post a également couvert les attentats du 11 septembre qui ont coûté la vie à 125 personnes au Pentagone et aux 64, alors eux ils se focusaient ce qui se passait dans leur ville, et aux 64 passagers du vol 77 d'American Airlines lors de son crash. La fusillade de Virginia Tech en 2007 qui a fait 32 morts parmi les professeurs et les étudiants et des dizaines de blessés, et les émeutes du 6 janvier au Capitole et leurs conséquences. L'année dernière, grâce à ses journalistes experts infiltrés dans presque toutes les grandes agences fédérales, le Washington Post a livré des reportages exceptionnels sur la corruption au sein du gouvernement fédéral. Parmi les nombreuses révélations du journal, le mois dernier, des agents fédéraux ont perquisitionné le domicile en Virginie, donc ils en parlaient dans l'article du Monde, d'Anna Nathanson, la source privilégiée du gouvernement fédéral du Poste. Donc on voit que quand même, il y a des gens du Poste qui font chier, la Maison Blanche actuellement. Même si c'est pas un truc de gauche énervé, tu vois, c'est un truc de centre droit, quoi. Bah un peu comme le Monde. Enfin, sachant que la politique, l'échiquier politique américain est-ce qu'il est toujours beaucoup plus de droite que le nôtre maintenant, parce que avec la droitisation de la fenêtre de Horton, bah chez eux aussi, hein, ceci dit. Quel que soit le critère de réussite, dénoncer la corruption, changer des vies, émouvoir les lecteurs et les inciter à l'action, apporter joie et compréhension à la communauté qu'il sert, remporter des prix, puisqu'elle en a remporté un prix Pulitzer, le Washington Post l'a toujours atteint. Les licenciements d'aujourd'hui laissent entrevoir la dernière stratégie supposée, une focalisation quasi exclusive sur la politique et la sécurité nationale, puisqu'il y avait le budget Homeland Security. D'ailleurs, le shutdown est levé finalement. Pourtant, même cette explication paraît peu crédible, car la liste croissante des personnes licenciées comprend certains des meilleurs journalistes et rédacteurs politiques et internationaux du pays. Comme me le confie un journaliste du Poste de longue date, nous changeons, nous réduisons et nous rognons sans cesse sur les coups pour aboutir à un produit beaucoup plus banal, ce qui ne semble pas attirer davantage de lecteurs. Si un plan existe, il semble qu'il s'agisse de transformer le Poste en une copie conforme de Politico. Ironie cruelle du sort, Politico est né du Poste il y a près de 20 ans lorsque deux journalistes ont quitté le journal pour lancer leur propre publication axée sur le sensationnalisme et le succès les matins. Alors, je sais plus comment c'est traduit de... Mais en fait, c'est pour gagner la bataille de l'édition du matin. Win the Morning Publication, c'est ça. Donc voilà, elle nous dit en plus finalement c'est même pas rentable, tout ça pourquoi. Et donc on va se focus sur la fin de l'article, sur sa conclusion un petit peu salée. Donc voilà, sur le fait que n'importe qui, en fait finalement même quelqu'un qui vient de rentrer au poste peut se retrouver à la tête d'une enquête qui va... Enfin c'est comme ça qu'elle le vend, je sais pas la réalité du truc. Peut se retrouver à la tête d'une enquête dont on parle dans le monde entier. Elle nous parle aussi des moments où ils sont submergés par le stress, et où ils vont se faire une partie dans les sous-sols de l'ancien bâtiment. Elle nous parle de la couverture du 6 janvier, donc elle parle comme d'un attentat qu'ils ont appelé The Attack, avec du coup je sais plus combien de personnes, 100 journalistes qui ont bossé dessus. Donc c'est aussi pour ça que Trump aimait pas beaucoup le Poste. Donc voilà, elle nous raconte un petit peu finalement ses souvenirs professionnels ou / souvenirs de famille, quelque part, des gens qui sont rencontrés là-bas, qui sont mariés là-bas, qui je sais pas si c'est son cas à elle aussi. Alors ils ont quand même toute la story un petit peu voilà de son arrivée au Poste jusqu'à son départ. Je suis arrivé au Washington Post début 2017, un moment critique sur les plans personnels et professionnels. Mon petit ami et moi venions de nous séparer après 10 ans de relation et je quittais mon premier emploi au New York Times, donc elle racontait un petit peu sa mentor au New York Times, etc. Bah voilà, elle le raconte là, donc elle était assistante de recherche de Moe Dowd, qu'elle voit comme une mentor, et du coup elle se voyait un peu comme l'éternelle assistante, jusqu'à ce que le Washington Post la recrute. Son équipe me comprenait, avec toutes mes particularités, mes défauts et mes complexités. Et la rédaction m'a accueilli à bras ouverts. Presque aussitôt, mes rédacteurs en chef m'ont poussé vers des opportunités que je n'aurais jamais osé envisager. Co-animer un débat démocrate Washington Post MSNBC en 2019, travailler sur 3 projets qui allaient chacun remporter le prix Pulitzer, enfin... J'ai commencé à croire en moi. Ouais, c'est dit, peut-être au bout de 3 prix Pulitzer, je suis plus juste une assistante, quoi. Enfin, puisque c'est comme ça qu'elle continuait de se voir. La rédaction était une joyeuse bande de marginaux et j'étais l'un de leurs joyeux guerriers. J'étais chez moi. Ouais, Democracy Dies in Darkness. Oui, elle le cite littéralement. Ils portaient des suites Democracy Dies in Darkness. Elle le dit dans l'article aussi, ouais. Ah, t'as les refs, Porridge. Le centre égale droite, non? Oui, mais pas la droite trumpiste, quoi.
Mes collègues de la Maison Blanche me remplaçaient régulièrement ou échangeaient leurs jours de travail avec moi pour que je puisse concilier les exigences de ma famille recomposée, parfois compliquées. Je me souviens très bien d'avoir couru hors du bureau un après-midi pour assister à la représentation d'Alice au Pays des Merveilles par ma belle-fille, alors en CE1, sous les encouragements de mes collègues. Bon, des conditions de travail qui avaient l'air d'être relativement cool par rapport, j'imagine, à d'autres rédactions. Lorsque j'ai fait une fausse couche entre 2 grossesses menées à terme, mes collègues m'ont appelé, m'ont envoyé des messages tous les jours pour prendre de mes nouvelles et m'ont porté des biscuits et de la soupe. Et lorsque Trump a finalement accepté de me recevoir le mois de naissance de ma première fille en 2018, Phil Rucker et Josh Dowsey m'ont appelé pendant mon congé maternité pour m'inviter à les rejoindre car, disait-il, c'était aussi mon interview. J'ai finalement décliné en raison d'une convalescence difficile après ma césarienne, d'une dépression postpartum et d'une peur panique de la réaction du président si je me mettais à voir des fuites de lait dans le bureau Oval. Oui, en plus, le mec se voit un petit peu comme Homelander, parce qu'il pense que c'est un gentil dans The Boys, donc on ne sait pas trop, oui, effectivement. En mon absence, Trump a dit à Rucker et Dowsey qu'il me souhaitait le meilleur, mais que j'avais toujours été très désagréable avec lui. Puis il a fait des tweets un peu pour dire « Ouais, cette journaliste, je la déteste, etc. » Je suis loin d'être un cas isolé. Andrew Golden, qui couvre les Washington Nationals pour le journal, a rencontré sa femme au Washington Post et ils sont tombés amoureux. Son embauche a également bouclé la boucle pour sa famille et son grand-père. Donc là aussi, il y avait des articles dans une boîte en carton. En 2007, Carlos Lozada, critique littéraire de longue date du journal, a accepté le poste le plus difficile qu'il ait jamais occupé, celui de rédacteur en chef chargé des questions de sécurité nationale, donc vous imaginez en ce moment, et a appris le même mois que sa sœur aînée était atteinte d'un cancer en phase terminale. Ses supérieurs lui ont alors dit « Vas-y, prends tout le temps qu'il te faut, t'inquiète pas pour tes congés, t'inquiète pas pour ton travail, on s'occupera de tout ça. » Ils m'ont tous soutenu et c'était ce qui comptait, m'a confié Lozada, qui travaille maintenant pour le New York Times, lui aussi est passé à la concurrence. Et c'est ça, c'est qu'il y en a eu plein qui sont déjà passés à la concurrence avant. J'ai pu passer beaucoup de temps avec ma sœur dans ces derniers jours et je serai toujours reconnaissant au Washington Post pour ça. Alors, ce qu'elle explique aussi, c'est qu'il y en a, on leur a fait des ponts en or. Alors, non seulement on te fait des belles indemnités de départ si tu t'en vas maintenant volontairement, mais en plus, qu'il y avait des vraies offres dans d'autres journaux, mais qui étaient en mode non, je veux que le Post continue d'exister, je veux continuer de le porter, et même si ça doit être compliqué pour ça, quoi. Erin Cox, journaliste politique spécialisé dans le Maryland, dont le mari, Rick Maese, journaliste sportif, a frôlé la mort suite à un infarctus. 10 semaines seulement, donc là on a une galerie de portraits, 10 semaines seulement avec pas mal d'incarnations, après la naissance de son 3e enfant. La rédaction s'est mobilisée pour soutenir sa famille, leur envoyant argent, nourriture et réconfort. Des collègues ont notamment financé 3 semaines de colonies de vacances pour leur fille de 6 ans. J'avoue, est-ce que vous connaissez un boulot où ils payent des vacances à vos enfants? Ouais. Dont le mois d'août angoissant a été soudainement effacé par les souvenirs de baignades, de cerfs-volants et de rires partagés avec ses nouveaux amis. Un journaliste économique avec qui Erin n'avait jamais échangé un mot s'est présenté chez elle avec un festin végétarien. La rédactrice en chef d'Erin a même amené sa fille, étudiante, pour lui proposer ses services de babysitting. Le Washington Post a organisé un système de repas partagés pendant 3 mois, ne laissant aucune place à son club de lecture. Ils se sont contentés d'une carte cadeau. Bon, l'ambiance a changé. Salut Gabriel. Je veux dire, m'a-t-elle dit au téléphone, j'avais un tube dans la gorge qui déversait des produits chimiques sur mon cœur pour tenter de le faire fonctionner suffisamment pour que je puisse, peut-être, un jour, monter un escalier. Et vous savez ce que j'ai ressenti? Un amour immense. Ah, faut avoir la foi. Lorsque Jeffrey Goldberg, rédacteur en chef de The Atlantic, qui avait déjà effectué 2 stages d'été au Washington Post, donc là il raconte comment il en est parti, peu avant de se spécialiser dans les affaires policières nocturnes, m'a contacté à l'été 2024 pour me proposer de rejoindre le magazine. J'ai été intrigué. J'avais toujours rêvé d'écrire pour un magazine et je m'étais abonné à The Atlantic quelques années auparavant, lassé de me heurter au mur payant alors qu'il y avait tant d'articles que je voulais lire. Le poste qu'il me proposait était celui dont je rêvais depuis l'enfance, lorsque je lisais les grands noms de la rubrique style, mais inconsciemment, je savais aussi que l'entretien se terminerait par cette déclaration sincère. Vous me proposez le poste de mes rêves, mais je l'ai déjà, et je préfère rester fidèle à mon poste actuel. Je me suis toutefois rendu compte que le Poste n'était plus le même journal qui m'avait recruté 8 ans auparavant et que je ne voulais pas travailler pour un propriétaire et éditeur incapable d'articuler une vision et qui confondait le mépris de la rédaction avec un business plan. J'adore The Atlantic. J'écris des articles à la fois stimulants et enrichissants. Malgré tout, et ça se comprend, nous on en a lu qu'une partie, mais ça se comprend plus en ayant lu le reste, le Washington Post me manque.
Et tandis que j'assiste au démantèlement délibéré du journal de la famille Graham, donc voilà les différents possesseurs du truc, de Woodward, de Bernstein, de Marty Baron et de tant de mes meilleurs amis, ma peine est encore vive, ma colère toujours à vif. Lozada m'a confié qu'il adorait son nouveau travail au Times, mais que le poste occuperait toujours une place particulière dans son cœur. J'y ai travaillé pendant 17 ans et je pense toujours au poste en termes de nous, tu vois, pour l'importance du collectif. Même quand j'en parle aujourd'hui, je dis, je n'arrive pas à croire que nous ayons fait ça. Le Washington Post reste mon nous, a-t-il poursuivi. Il restera toujours mon nous. Bah, un petit peu, voilà, une famille qui s'est un petit peu dispersée, tu vois. Mais en réalité, le Washington Post, c'est nous tous. Les journalistes qui se battent pour lui, ceux qui lui font concurrence, donc elle pense aussi, voilà. Ceux d'entre nous qui vivent à l'étranger et surtout la communauté qui compte sur lui et la nation qui s'y fie, nous méritons tellement mieux. Bah, ce nous est un peu dans le passé du coup. Un article un peu émouvant, tu vois, malgré que tu vois ces journaux de centre droit, tu vois que est-ce que ils ont finalement soulevé tant d'enquêtes que ça depuis, je sais pas s'il n'y a pas eu de meilleures enquêtes sur le 6 janvier, s'il n'y a pas eu mais ouais, bah c'est une page quand même de l'histoire médiatique américaine qui se tourne incontestablement. YouTube du futur, n'hésite pas à nous dire ce que tu en as pensé dans les commentaires. C'est très important pour le référencement et puis pour savoir ce qu'en pensent les gens qui regardent ces capsules. Peuple des capsules, exprimez-vous.